Un nouveau vainqueur de Grand Prix cette saison et puis un nouveau rookie sur le podium. Ça a été un petit peu le programme de ce Grand Prix du Canada. Et puis on va évidemment revenir sur l'incident dont tout le monde parle depuis maintenant 24 heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lights Out. Je suis évidemment accompagné de Baptiste Le Filiat. Salut Baptiste. Salut Raph, comment ça va ? La forme et toi ? Ça va super, je suis super content de te retrouver. Ça fait un petit moment là qu'on Ouais, on a n'avait fait une pas petite pause. débattu. On a fait une petite pause parce que entre nous trois, raisons personnelles, on n'était pas forcément tous disponibles, hein, n'est-ce pas Quentin ? Absolument, bah écoutez, les bonnes nouvelles, hein, les couples et tout ce qu'il faut, ça a fait un peu mauvais pour le podcast. Ah ouais. Mais bon, il faut ce qu'il faut les gars, donc on se retrouve aujourd'hui après un mois et demi d'absence. Une petite absence sur Lights Out. Vous l'avez entendu, hein, pour notre ami Quentin a raison. Couple apparemment, seulement pour lui. Pardon Quentin, on n'a plus le temps pour toi, désolé. Voilà, désolé. Et un petit peu trop pris maintenant, mais on va tout de suite débriefer, revenir sur ce qui nous intéresse sur ce Grand Prix du Canada. On avait évidemment suivi le Grand Prix de notre côté de Monaco et de Barcelone, mais là on va se concentrer sur le dernier Grand Prix qu'il y a eu à Montréal, donc avec Baptiste, une petite surprise aux avant-postes, avec la victoire de George Russell cette saison, c'est la première pour lui. Ouais, une bonne surprise parce qu'on a un nouveau vainqueur de Grand Prix cette saison, 4ème après Piastri, Verstappen et Norris. Une belle démonstration de force de George Russell qui avait signé la pole ce samedi avec presque 2 dixièmes d'avance sur Verstappen et qui n'a pas vraiment tremblé. Il a été un petit peu inquiété en début de course par Verstappen qui a été sur les 10-15 premiers tours dans la zone DRS du Britannique. Mais il a su garder la tête et ensuite creuser le trou avec Verstappen. Et franchement, belle course de Russell, rien à dire. Il a géré de bout en bout. Et ça fait plaisir de voir le Britannique monter sur la plus haute marche du podium. Ouais, Quentin, comme Baptiste l'a dit, on a eu un petit peu, on va dire, peur pour Russell en début de course parce qu'il a Max Verstappen à ses trousses et puis on a une Mercedes où on sait que quand il fait chaud, la Mercedes elle a un peu plus de mal. Et puis finalement, la bonne surprise, il faisait pas si chaud que ça, mais pourtant on avait les commentateurs de Canal+ qui nous disaient qu'il faisait quand même une bonne température là-bas. Mais il y a beaucoup la de vent aussi. Hein. Ouais, beaucoup de vent oui, surtout en début de course, ça s'est vu. Mais finalement, George Russell, il a réussi à tenir le rythme de Max Verstappen et puis à se détacher finalement. Ça, alors certes, il faisait un peu chaud, néanmoins par rapport aux moyennes de température depuis le début de la saison, on était clairement sur une température plutôt très basse, qui convient parfaitement à la Mercedes. D'ailleurs, l'année dernière, les seules victoires qu'il rapporte, c'est aussi sur des températures basses. Donc la question était, est-ce que ça allait pouvoir tenir ? Est-ce que les températures étaient assez basses ? La réponse est oui. Il a été un petit peu inquiété par George Russell, comme l'a rappelé Baptiste. Néanmoins, course menée de bout en bout, hein, comme à l'image de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Oui, George Russell, inquiété par George Russell. Je me suis dit aussi, attends. Oui, j'ai vu on plein l'a d'épisodes là. Évidemment, il court s'est contre dédoublé. lui-même, un peu l'image de Lando Norris. Non, mais plus sérieusement, on a... La charge mentale, messieurs, maintenant, vous savez. Mais bien sûr, et encore une fois, le couple. Chargé par Max Verstappen, donc effectivement, on connaît incisif en position de chasseur. Néanmoins, il a mené sa course de bout en bout à l'image de ce qu'il fait depuis le début de la saison, à l'exception près que cette fois, il avait la performance dans la monoplace. Ouais, plutôt discret, le gros résultat sans être forcément dans la lumière depuis le début de saison, Baptiste. Non mais tu l'as pas trop vu, on l'a pas trop vu finalement à l'écran ce week-end, mais quand on voit pas le leader à l'écran, c'est quand même plutôt bon signe, c'est souvent qu'il a une avance assez confortable. Ouais, c'est ce que Max avait dit. Donc voilà, belle victoire de Russell. Et puis et Russell, faut quand même saluer, parce qu'on parle beaucoup du trio de tête, les McLaren et Verstappen, mais Russell il fait un début de saison hyper consistant, il est toujours là pour grappiller les points quand il y a un des trois de devant qui est pas là. Et il est pas il est un petit peu loin quand même d'Oscar Piastri au championnat du monde, hein. Il y a quand même 60 points d'écart, plus de 60 points d'écart, 62 pour être précis, entre Piastri et Russell. Mais un début de saison hyper solide du Britannique et franchement ça donne envie de voir si la Mercedes peut continuer à jouer aux avant-postes et jouer des podiums. Ouais, parce que la Mercedes ça fonctionnait bien puisqu'il y en a eu même une deuxième qui s'est retrouvée sur le podium, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais surtout Max Verstappen qui a commencé à pousser en début de course, qui a vite eu des problèmes évidemment de température, à rester comme ça derrière collé à George Russell et puis qui a finalement dû lâcher, laisser un petit peu de lest et puis tenter finalement au tour 12 un undercut qui n'a pas fonctionné parce qu'il chausse les pneus durs qu'il a un petit peu de mal à faire monter en température sur son tour de sortie et donc du coup George Russell ressort avec plus d'avance sur Max qu'il n'avait avant cette tentative d'undercut. Voilà, de toute façon après les pneus durs c'est un problème qui dure depuis au moins 3 ans maintenant sur le plateau de F1. Les tours de sortie et d'entrée sont souvent un peu chaotiques sur ces pneumatiques, donc c'est compliqué à mettre dans la bonne fenêtre d'exploitation. Donc il fallait tenter le coup dans leur position. Max Verstappen n'arrivait pas à passer avant ça en piste. C'était bien tenté, une bonne stratégie au final. Même s'il perd un petit peu de temps, le résultat demeure inchangé. Mais encore une fois, ça fait plaisir de voir qu'il y a des tentatives et des initiatives sur la piste.
Ouais, puisqu'on a les ingénieurs notaient pendant la course, notamment que sur les médiums, ça se dégradait beaucoup. Il y avait du graining, si je dis pas de bêtises, assez rapidement sur ce début de course. Et puis on a vu des arrêts au stand. Du coup, très très tôt, Max a été le premier à s'arrêter sur sa tentative d'undercut. Mais justement, derrière, ça a déroulé. Ça a tenté de faire la même chose. À part pour certains, hein, parce qu'on sait qu'on en a qui sont partis en pneus durs et qui ont tenté de pousser ces pneus durs le plus loin possible en espérant avoir une safety car ou un autre incident de course qui leur aurait permis de passer au stand et de ne pas perdre trop de temps. Et finalement, ça n'a pas fonctionné comme ça pour les tentatives en un seul arrêt sur cette course-là. Hein. Je pense notamment à Pierre Gasly. Je crois qu'il y a aussi Esteban Ocon qui avait poussé, et puis Carlos Sainz. Mais ça a jamais tourné en faveur de ces pilotes-là, On finalement. pourra en reparler d'Esteban Ocon, où c'était un cas légèrement différent. Néanmoins, effectivement, oui, les autres, ça n'a pas marché. Il fallait tenter le coup. Hein. On sait que le Canada est assez actif en général. C'était surprenant d'ailleurs qu'on ait une course plutôt calme pour cette édition 2025. Donc c'était un pari à faire, ça n'a pas payé. Pliez bagages, on se retrouve dans 2 semaines pour un double leader en Europe et pour essayer de sauver les meubles qui ont été perdus lors de ce Grand Prix canadien. Ouais, course assez calme, Baptiste, jusqu'à cette fin de course, hein, finalement, parce que c'est vrai qu'au début, on se focalise sur Max et George. On se dit peut-être qu'il va y avoir une bataille, puis finalement, ça s'équilibre un petit peu et on détourne le regard pour les batailles un petit peu plus du midfield et notamment le podium. Mais justement, sur le podium, il y a eu un fait de course à la toute fin. Qui fait beaucoup parler depuis maintenant un peu moins de 24 heures. C'est les 2 McLaren qui se sont accrochés en ligne droite à l'image de leur prédécesseur il y a plus d'une dizaine d'années. C'était Lewis Hamilton et Jenson Button qui s'étaient accrochés dans cette même ligne droite avec des McLaren. Le revival. Tout à fait, en 2011, ouais, incroyable mais vrai. Et l'édition se répète 14 ans plus tard. Avec du coup Lando Norris et Oscar Piastri. Alors Oscar Piastri chassé par Lando Norris sur cette double zone DRS et tentative de dépassement sur la gauche, et puis un Lando Norris qui accroche l'arrière de la monoplace d'Oscar Piastri, qui voit tout simplement fracasser sa monoplace dans le mur, et fin de course à quelques tours de l'arrivée pour le pilote britannique. Ouais, effectivement, un incident très regrettable pour McLaren. Il faut croire que Lando Norris avait fait un rêve prémonitoire ce jeudi en conférence de presse lorsqu'il a expliqué la question n'est pas de savoir si on va se crasher avec Oscar Piastri, mais plutôt quand. Et bien en fait, c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, puisque c'est arrivé hier du coup lors de ce Grand Prix du Canada. Lando Norris qui était à la chasse du coup d'Oscar Piastri, qui était sur un très gros rythme en fin de course. Il tente de dépasser son coéquipier à l'épingle. À la fin du 65e tour. Ouais. Absolument. Et finalement, Piastri arrive à le recroiser. Ils arrivent quasiment côte à côte au dernier virage. Mais Piastri, avec un freinage hyper tardif, il faut saluer parce que c'est franchement impressionnant. Il est sorti tout droit des enfers. Donc il avait raison, il le tentait, il a bien fait. Un freinage hyper tardif pour garder l'avantage à la bord de la ligne de départ-arrivée. Et Lando Norris qui donc tente de se décaler sur l'extérieur, sur la gauche d'Oscar Piastri. Mais il n'y avait pas assez de place, donc il percute la roue arrière gauche d'Oscar Piastri et perd son aileron avant et fracasse sa voiture dans le mur. Alors, moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que depuis hier, on entend partout c'est la faute de Norris, c'est 100% la faute de Norris. Lui-même ça me paraît assez clair. l'a reconnu à la radio. Ouais. Mais pour moi, ce n'est pas 100% la faute de Lando Norris. Et pourtant, c'est vraiment pas mon pilote préféré. Mais il n'est pas 100% coupable de cette action. Tu peux toujours essayer de t'expliquer, il y a pas mal. Non, mais attends. Parce qu'effectivement, alors moi je suis d'accord sur le fait que Norris n'a pas été très malin de vouloir doubler Piastri par la gauche parce que Piastri, il prenait sa trajectoire en direction de la gauche de la piste. Et effectivement, il y avait beaucoup plus de place sur la droite que sur la gauche. Je pense qu'il anticipait les premiers virages, à mon avis. Voilà, absolument. Maintenant, il était sur sa trajectoire, Piastri. Donc il y avait plus de place à droite qu'à gauche. Maintenant, si tu regardes bien les caméras embarquées de Lando Norris, au moment où il se décale sur la gauche pour dépasser Piastri met un petit coup de volant très léger et pas volontaire. Mais il met un petit coup de volant sur la gauche qui perturbe Lando Norris. Et du coup, Norris se retrouve coincé entre le mur et la roue arrière gauche de Piastri. Et le choc est inévitable. Donc pour moi, c'est 80% Norris, 20% Piastri. Mais Piastri n'est pas totalement étranger à cet incident. Parce que c'est vrai que Norris ne peut pas du tout anticiper justement que Piastri va couvrir l'intérieur comme il l'a fait tous les autres tours précédents. Et juste mettre un petit décalage sur la droite par l'exté, sachant que c'est une chicane en plus. Donc il y a quand même des chances de... C'est pas tout à fait une chicane, c'est un virage à gauche et une épingle. Non, je veux dire, premier virage, ça peut simuler une chicane. Il y a un gauche-droite quand même, il y a des opportunités, peu importe que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tu es en favorable et défavorable dans les deux positions. Même si effectivement c'est plus intéressant de prendre la trajectoire qu'a tenté Norris. Maintenant, effectivement, désolé, on parle depuis le début de la saison d'un Norris qui est naïf.
On le voit encore une fois ici. Tu nous as parlé, Baptiste, d'un rythme exceptionnel en fin de course. C'est faux, il a buté comme un gamin sur Il Piastri. était plus rapide que Piastri. Ah, mais il a quand même buté justement, sans le c'est passer. là où je vais Il a rejoindre bu- Quentin il a là-dessus. buté sur le sans côté le passer. naïf, c'est que ce qui lui coûte là au final cet accident, c'est parce que ça fait quand même 2-3 tours qu'il est derrière et qu'il n'arrive pas à dépasser. Et ça, c'est un souci qu'on a relevé plusieurs fois cette saison. Et déjà la saison dernière, on en parlait évidemment pas autour de ce podcast-là, mais on savait déjà que Norris avait du mal à saisir les opportunités, à contrario par rapport à Max Verstappen par exemple. Et donc il reste plusieurs pourquoi il tours n'arrive pas à derrière. dépasser Norris? Ah ben ça, j'en sais rien. non, mais si. poser la Mais question pourquoi, à lui. pourquoi il arrive pas à Si tu dépasser? posais la question à Parce Jacques que- Villeneuve, lui il te disait parce qu'à l'épingle il prenait pas la bonne sortie, donc il pouvait pas réaccélérer assez tôt. Mais le fait est Alors que oui, il y a ça. pendant plusieurs tours il bute sur Oscar Piastri. Oui, mais il bute sur Ce Piastri qui l'en- parce que qui le Piastri est pousse dans un à train forcer. DRS avec Antonelli. Parce Alors, qu'Antonelli pas au début. devant- Non, au début, il avait pas Au le DRS, début, il a Piastri. pas le DRS, Ah justement. non. Oui, Il y a mais- qu'au moment de l'accrochage où justement les deux ont le DRS. Voilà. Il y a qu'à ce Je crois qu'il moment-là y a où il y ce a tour-là et celui d'avant, il me semble. Mais Ouais, mais il ils y a- étaient quand même relativement proches, les trois se tenaient en moins de 2 secondes. certes, oui. mais Piastri avait pas le Et, DRS. et donc voilà. c'est pour ça, tout Il y avait simplement, que l'aspiration, Norris, il avait ne dépassait l'aspiration à la rigueur, si tu veux tirer par les cheveux. Ouais. Piastri avait un peu l'aspiration, mais Norris avec le DRS ne passe pas Piastri, ne Mhm. parvient pas à choper les meilleurs trajets, ne parvient pas à avoir une meilleure traction. Mhm. Donc il bute, il s'énerve et il tente une manœuvre un petit peu désespérée en forceps à l'intérieur. La vraie, mais Désespéré, je sais pas. Après, effectivement, mais tu Bah, vois, ça je ressemble non, un mais petit je suis peu à d'accord- ça. je suis Peut-être un peu d'accord fort, pour dire qu'il aurait dû mais- passer par la droite plutôt que par la gauche. Maintenant, si tu regardes vraiment attentivement le ralenti, il y a un petit coup de volant de Piastri sur la gauche au moment. Bien Il est- évidemment. je dis pas qu'il est volontaire, hein, mais il y a un petit coup de volant qui fait que ça perturbe Norris. de manière tout à fait objective, ouais, moi il m'a semblé aussi de le voir vraiment pas flagrant. Mais encore une fois, je pense qu'avant ça, pourtant, même, les il n'y a gars, pas je la suis- place pour Norris pour aller à gauche. Pour moi, il doit Honnêtement, jamais de aller à base, c'est gauche. trop optimiste. Il a au moins 2 roues dans l'herbe. Au Oui, moins, à c'est minima. très très optimiste de tenter Au ce début truc, de la ce manœuvre, il dépassement a sur la au moins gauche. 2 roues dans l'herbe. Et je suis vraiment le premier à critiquer Norris quand il le faut et quand il fait des boulettes. Mais là, pour moi, c'est pas 100% sa faute. Et je trouve qu'on lui tombe un peu trop dessus et qu'on oublie un petit peu la, certes légère, mais la responsabilité de Piastri dans cet incident. Bah après, regarde les commissaires de course, finalement, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? 5 secondes de pénalité pour Lando Norris. Donc, Oui, mais après, voilà. honnêtement, je m'attendais à ce qu'il C'est pas fasse parce ça que les comme un- commissaires Attends, disent quand blanc t'as le que pilote, oui, j'ai bien absolument sûr, m'aligner mais je sur eux, m'attendais à tu ce vois. De base, à la radio, il reconnaît direct sa faute. Je fais désolé, les gars, j'ai fait de la merde. Bon. Mais Même c'est là, lui, ouais, c'est là où je te rejoins sur le côté bon, désespéré, un petit peu fort, mais je pense que lui-même savait que ça avait un moment qu'il essayait de passer et qu'il fait bon, vas-y, je tente un peu le tout pour le tout. Et il s'est foiré. Je pense que dans sa tête, à chaud, il s'est dit putain, bon, bah, je sais que je l'ai tenté un peu plus et que là, c'est pas passé. Mais bon, après, la radio, il a réagi à chaud. Voilà. Et puis, il était dans la voiture. Il avait pas un Des- point de vue c'est à ça. froid et avec les Oui, angles mais de même- vue que nous, on a vu avec la caméra embarquée et la caméra de Dès l'hélicoptère. les interviews d'après-course, il l'a dit. Bon, il fait bon, maintenant, je vais peut-être regarder Voilà. les images et Donc, je verrai. justement, Voilà, moi, à je chaud, dirais, Moi, c'est- ne chaud, tenez pas à trop chaud, compte de sa radio, les gars. De manière générale, la chose, c'est là où t'es le plus justement auto-centré. C'était en mode non, c'est lui qui a fait de la merde, il m'a mis un coup de volant. Là, à chaud, direct après la manœuvre, il dit bon, désolé, j'y étais un peu trop forceps. Ouais, mais est-ce que Ok. c'est pas juste un coup de com finalement la radio? Parce que pour moi, c'est vu qu'il en a justement bouffé dans Alors- la gueule ces derniers mois. Eh ben, et que- figure-toi moi que j'y ai pensé. Ouais. J'y ai pensé Ok. quand j'ai entendu la radio parce que c'est vrai que moi au premier abord je trouvais que c'était plutôt Piastri le fautif. Bon, il Ah bah oui, on l'a vu, hein, que Un tu petit pensais que peu, c'était Piastri. Ah, parce que là, non, je peux vous mais assurer qu'il a des propos plus modérés que Ah que la veille. fusé dans le J'ai un groupe. petit peu évolué, même si, attention, je trouve encore que Piastri a une part de responsabilité. Mais j'ai pensé au coup de com', je me suis dit, est-ce que Norris, il sait que voilà, c'est un personnage assez clivant. Il y a beaucoup de fans de Formule 1 qui ont du mal avec lui. J'y ai pensé, après je me dis, bon, quand même. Bah, auquel cas, il faut mettre du respect sur son nom, hein, parce que pour venir se cracher et direct prendre la radio au premier réflexe en disant Ah non, mais désolé, c'est très louable de sa c'est part. my parce bad que, pour faire un honnêtement, coup de j'ai pas com'. le souvenir d'un pilote qui a fait ça dans Mais l'histoire récente de la si c'est F1. réellement pour un coup de com', il faut mettre du respect sur son blaze, parce que le mec, il lui a un sang-froid, une clairvoyance dans ce cas-là, qui défie un peu l'entendement pour les pilotes de F1. Mais en tout cas, Bon, voilà, bon. vous ne me laisserez pas, vous me ferez pas changer d'avis sur le fait que Piastri a sa part aussi de responsabilité Non, mais dans oui, ce mais crash. toutes les opinions sont dans la nature, il n'y a pas de souci. Il faut bien que des gens puissent Ah bah penser oui, bah autrement, regarde, même mais- Franck Montagny et Jacques Villeneuve, ils ont discuté après la course. Eux-mêmes n'avaient pas la même avis. On Bien avait un entendu. Jacques Villeneuve qui était, il me semble, un peu plus de ton avis, Baptiste, en Absolument. critiquant plus Oscar Piastri, en disant qu'il s'était décalé. Puis tu avais un Franck Montagny qui était clairement en train de le dire. Bon, il n'y avait pas la place à l'origine. Et puis c'était rigolo parce qu'il rigolait un petit peu là-dessus en sachant qu'ils n'avaient pas les mêmes points de vue. Mais ouais. Moi, j'avoue que je suis vraiment plus pour dire que c'est de la faute de Norris parce qu'encore une fois, de mon point de vue, il n'y a vraiment pas la place à l'origine. À l'origine, il Il n'y y a a pas la très peu place. de place. C'était En- très en- audacieux. pour aller à dehors gauche. même de la place, c'est le contexte du dépassement surtout. C'est le gars qui bute et qui est un peu comme un Russell à Monaco qui finit par couper la chicane d'énervement. C'est image exceptionnelle, En- c'est image en disant, exceptionnelle. tu sais quoi, je m'en tape, mais une pénalité à ce niveau-là, j'ai plus rien à perdre. C'était un petit peu pareil. En mode, Bah bon, les bah, couilles, en gros. ça, Oui, c'est- oui. c'est vraiment, il n'y a peut-être pas la place. Bon, si
t'es un racing driver et que tu vas pas là où il y a un gap, t'es plus un pilote de course. Ah, mais là, il n'y avait pas de gap. Non, c'est qu'il y avait pas de gap. Pas de gap. Je pense que le gars a voulu tenter au forceps, ça aurait pu. Si c'était passé, c'était une très belle manœuvre. Bon, maintenant, de mon opinion, ça pouvait pas. Et surtout que le problème de Norris, c'est qu'il butait, il n'arrivait pas à construire un dépassement depuis maintenant quand même pas mal de tours. Et que bon, il s'est jeté sur la première opportunité qu'il a cru voir, sauf que c'était pas la bonne. En fait, Et en résulte ça. Pour moi, la responsabilité, oui, c'est pas tant sur la manœuvre et le coup de volant, c'est plus que il a tellement galéré derrière et pas su construire, malheureusement, ce qui lui arrive depuis le début de la saison, qu'il en résulte des manœuvres comme ça, un petit peu prises avec un coup de sang. En fait, c'est simple. Si tu résumes, c'est Norris aurait dû attaquer par la droite et non pas par la gauche, mais Piastri n'aurait pas dû mettre ce petit coup de volant à gauche. Voilà. C'est comme ça qu'il faut résumer. Oui, c'est vrai, parce que la bataille était assez belle jusque-là sur ce tour, sur cette fin de tour 65, puisque tu as vraiment la tentative à l'épingle qui est pas non plus dégueulasse. Franchement, on voit un Norris plonger, mais on n'est pas dans le trop plein. Il ne bloque pas les roues. Il n'y a personne qui se retrouve compromis sur ce virage-là. Piastri qui décroise bien justement derrière. Les deux qui sont côte-côte, mais vraiment en roue contre roue sur la zone de DRS. Et puis le freinage magnifique d'Oscar Piastri. Mais puis derrière, justement, son freinage en l'intérieur très tardif qui lui fait compromettre sa sortie de virage et qui offre justement la possibilité à Norris de le dépasser. Mais derrière, c'est la mauvaise décision qui peut-être de Norris ou de Piastri en fonction. Qui nous offre cette fin de bataille, mais de base la bataille est quand même assez belle. On a deux McLaren et puis encore une fois les Papaya Rules qui disent on privilégie personne, donc on savait qu'on allait avoir cette bataille là pour le podium, pour la 4ème place pardon. Au final dommage parce que P4 et DNF compliqué. Là on est quand même surtout à ce niveau de Formule 1, on parle de Norris depuis le début comme un contender pour le titre. Non, on parle quand même d'une équipe en français s'il te plaît. Pardon, un concurrent pour le titre. Merci. Des gens qui se battent pour le championnat constructeur et pilote. Normalement, à ce niveau de compétition, on est plus habitué à avoir des manœuvres à la Ricardo, Alonso, des gros décalages pour aller un peu à l'intox, essayer de dépasser son opposant en le surprenant. Un peu ce qu'a fait aussi Hamilton l'an passé sur Sainz, qui avait été plébiscité à Bahreïn notamment. C'est ce genre de manœuvre qu'on a envie de voir et pas un caca nerveux d'enfant. T'es dur là, franchement. Moi, caca nerveux, je suis pas d'accord. Non, t'es dur, là. C'est vraiment bon, j'arrive pas à passer, c'est bon, allez. Calme ta hate de Norris. Non mais là pour le coup, j'ai pas de hate, mais je trouve que c'est un peu bon, je suis bloqué, je tente vraiment trop alors que ça vaut pas. Justement, je trouve qu'il a du mal à trouver ce juste milieu entre assez d'agressivité et trop gentil, tu vois. Parce que justement là pour moi il était presque trop gentil, là où d'autres fois on a dit qu'il avait réagi justement comme un enfant en voulant à tout prix passer. Là pour moi limite sur les tours d'avant il est un peu trop gentil, puis là tu vois le plongeon à l'épingle il est pas mal. Et puis derrière, ça marche pas. Donc pour moi, c'est juste, il n'arrive pas à trouver justement, comme tu l'as dit, construire son dépassement. Il n'y arrive pas. Et là, il a du mal, encore une fois, à trouver le bon moment pour attaquer ou le bon moment pour dépasser. Oui, Baptiste. Non, mais après, je pense que ça va rejoindre ce que tu dis, Raph, mais je pense qu'il a un vrai problème de confiance, Lando Norris. Ah oui, totalement. Depuis le début de la saison, on n'arrête pas. Enfin, il y a eu son crash, je me souviens, en qualification au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il s'est raté à plusieurs reprises en qualif où Piastri partait en première ligne et lui en deuxième ou troisième ligne. Voilà, il le sait que c'est la première année où il peut véritablement se battre pour le titre. Moi, je compte pas vraiment 2024, les gars. Je suis désolé parce que Verstappen était trop loin devant, trop rapidement. Mais il se rend compte que en fait, la première année où il doit battre le titre, c'est son coéquipier qui est en train de le battre. Donc la pression ne fait que s'accentuer sur lui. Là encore plus avec ce qui s'est passé là. Donc je pense qu'il y a un gros problème de confiance du côté de chez Lando. Je sais que j'en avais parlé notamment avec toi Quentin en préambule de la saison, que pour moi Norris il allait se heurter à un mur qui allait être Piastri, parce que jusque-là les autres années Piastri manquait un peu d'expérience et il avait eu le temps de se mettre en jambe. Et là pour moi cette saison Piastri allait justement lui montrer que frérot là, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que tu crois. Voilà. Et c'est finalement ce qui est en train de se passer. Donc c'est difficile pour lui. Et moi j'ai entre guillemets peur pour lui dans le sens où c'est peut-être vraiment sa seule opportunité de remporter un championnat du monde. De toute façon, après les règlements technologiques on verra, oui, mais ce que je veux dire c'est que quand tu regardes les pilotes qui est à côté, pour moi en voiture égale, j'ai du mal à le voir favori. En l'état il gagne pas Voilà. Après attention, peu importe. Attention, c'est vrai qu'on a vécu mais la saison encore long par contre. On a vécu le premier tournant véritablement de ce championnat 2025 ce week-end. Après voilà, j'ai le classement sous les yeux, il y a que 22 points d'écart entre Piastri et Norris, donc bon, ça fait presque un grand prix d'avance pour Piastri, mais quand tu sais qu'il reste encore 14 courses à disputer cette saison, c'est pas dramatique non plus comme écart. Et puis on a vu que il y a certaines courses cette saison, et notamment hier, c'était le cas hier, où Piastri n'avait pas un rythme de dingue. Où Piastri ne survolait pas. Chose assez rare quand même malgré tout. Oui, mais c'est arrivé. L'Australie en ouverture où
où il fait cette erreur où les deux McLaren vont dans l'herbe et puis Piastri s'en sort beaucoup moins bien que son coéquipier. Sinon, Piastri est très rarement il y a eu des grands prix pas où dans le match. Piastri était dans le dur, donc C'est ce aussi sera à la Lando première fois de la saison, les de McLaren prendre sont pas la l'opportunité. voiture à battre, hein. Ouais, Pour évidemment. la première fois de la saison, les McLaren ne sont pas la P1, je veux dire, l'écurie Ouais, une dominante. McLaren pas sur le podium, je C'est suis jamais pas sûr arrivé que ce depuis soit le arrivé début de cette saison. Bah, non c'est la Non, première fois. fois C'est la qu'ils sont pas première fois. dessus, ouais. Premier podium sans McLaren cette saison. Ça fait plaisir un Ouais. peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément oui, envie de voir bah toujours oui. les mêmes têtes. C'est Pour le bizarre, suspense, ne serait-ce que voilà, pour le championnat on- du monde ou même On parcours. se souvient de la saison c'est ça. 2020, on avait tout le temps le podium Hamilton, Verstappen, Bottas, on n'en pouvait plus. Je crois qu'on a tous Ouais. fait une overdose de ce podium à la fin de l'année 2020. Donc ça fait plaisir, mais Voilà. Mais à souligner aussi chez McLaren, oui, une petite amélioration sur les suspensions, etc., qui changeait pas mal le comportement de la voiture, qui était installée en free practice, qu'après, Piastri a décidé de revenir à l'ancienne version, Norris la nouvelle, à voir comment ça influe, parce que ça a vocation à rendre la voiture plus vive, comment dire ça. C'est surtout pour le ressenti des pilotes. Pour le ressenti des pilotes, Ce qui a ouais. été dit, c'est que c'est Le- pas un gain en termes de performance, c'est vraiment que les pilotes peuvent mieux sentir leur voiture et donc mieux adapter leur conduite et mieux ressentir l'état des pneus, etc. Et oui, et Piastri disait que pour le moment, il se sentait plus à l'aise, plus en confiance avec la version précédente. Là où Norris, lui, est resté sur la nouveauté et a fait ce Grand Prix avec cette évolution. c'est spécifiquement sur les suspensions Ouais, avant. exact, Ouais, c'est ça. exactement. Donc, à voir après comment ça évolue pour le reste de la saison, mais si on commence à déjà avoir les premières divergences de développement, ça peut avoir un impact sur Ça la peut être suite. intéressant. Ça peut être très intéressant, ça va avoir un impact sur la suite, justement, et voir comment ça évolue, surtout que maintenant, la relation, pas au clash, on sait qu'ils ont voulu éteindre l'incendie dans les médias. C'est Oh, un- clash, un- je n'irai pas jusque-là. Non, mais disons qu'à tout coup sûr, ça va chauffer un petit peu là à Walking ce soir, en disant bon les gars, ça va pas aller. Et il va falloir remettre de l'ordre un petit peu tout ça chez Ouais. McLaren. Justement, pour prolonger ton propos, Quentin, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir si, est-ce que, on sait que jusqu'à présent il n'y en avait pas, mais est-ce que McLaren va instaurer des consignes de course entre ces deux pilotes? Est-ce que Oscar Piastri va être intronisé, si je peux dire ainsi, pilote numéro 1? Est-ce que Norris va lever le pied lorsqu'il sera proche d'Oscar Piastri en course? Voilà, ça va être intéressant de voir si McLaren va bouger au petit doigt ou les laisser se battre en piste jusqu'à présent. Moi, j'estime que malgré l'incident qu'il y a eu hier, il n'y a pas forcément nécessité à instaurer des consignes de course dans le sens où les deux pilotes sont aux deux premières places du championnat et ont quand même suffisamment d'avance sur Verstappen. Norris, deuxième, a 21 points d'avance sur Verstappen, troisième. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je pense surtout que plus on va avancer dans la saison, chaque Grand Prix qui passe rapproche McLaren de devoir prendre une décision sur savoir qui privilégier au championnat, parce qu'à un moment, mathématiquement, il va falloir... Oui, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Alors après, certes, même pas après, la pour première rebondir- saison. bien sûr, mais après pour rebondir sur ton propos aussi à propos des différences de points, tout à l'heure on disait ouais 22 points d'écart entre Piastri et Norris c'est rien du tout. Là tout soudainement 21 points entre Norris et Verstappen c'est énorme. Ce que je veux dire c'est que ça reste des écarts très resserrés aussi, mais qu'à un moment chaque Grand Prix qui passe mécaniquement va les rapprocher d'une décision à prendre il va falloir assurer un titre, si ce n'est les deux en même temps, mais en privilégiant un pilote en piste, celui qui sera la meilleure performance, celui qui sera le plus à l'aise et celui qui sera le plus constant, on va dire, en étant placé numéro 1. Ouais, j'ai quand même du mal à voir les McLaren se faire rejoindre, tu vois. Je suis un petit peu comme toi, justement, Baptiste, en disant oui, pour l'instant, ça sert à rien de leur donner des consignes. Je pense qu'ils savent qu'ils ont, pour l'instant, on a évidemment la meilleure voiture, mais que malgré les autres concurrents, comme aujourd'hui, on a pu voir avec George Russell ou Max Verstappen, je pense qu'ils ont quand même le temps de voir venir. Pas en mode, au bout de 3-4 courses, si vraiment ça se passe mal, il faut réagir. Mais je pense que sur vraiment une ou deux courses, s'ils sentent que là, ça va aller moins bien, là, ils feront ce qu'il faut. Mais je pense vraiment que McLaren n'est pas encore en danger, tu vois, à ce niveau-là. Oui, et puis ils sont aux avant-postes à chaque course. Voilà, ils jouent quand même Oui, voilà, c'est le une charrette. podium, au moins le podium, pour ne pas dire la victoire à chaque Grand Prix. Ouais. Donc il n'y a pas de nécessité pour l'instant. Après, oui, je pense pas qu'on aura le même discours en octobre, novembre, quand Voilà, il restera c'est que ça. 5 courses. Ah bah Et évidemment. qu'il y aura 10 ou 20 points d'écart entre les deux. Ça, Ouais, c'est plus la saison avancera, plus notre opinion se forgera évidemment sur ce qu'on aura vu en course. Mais c'est toujours intéressant de débattre et de se rendre compte justement des points de vue de chacun pour voir comment est-ce que chacun vit aussi chaque saison de Formule 1. On va clore un petit peu on va clore tout simplement ce chapitre McLaren et pour parler d'un pilote britannique qui a fait sa première apparition sur un podium de Formule 1. Britannique, t'es sûr de ça? Britannique, ouais. Oui, britannique, non, excusez-moi, je pensais encore à Lando Norris. Non, mais le pilote dont je parle évidemment c'est Andrea Kimi Antonelli évidemment qui est monté pour la première fois sur un podium de Formule 1 au Canada. Donc 3e place pour le pilote italien, donc Andrea Kimi Antonelli dans sa Mercedes. Quentin, deux Mercedes sur le podium. Ce Ouais, incroyable, c'était pas arrivé depuis belle lurette. À présent, on revient sur ce qu'on disait au départ pour la victoire de Russell.
N'empêche, la Mercedes performe très bien ce week-end grâce aux températures plus basses. Très agréable, et plus de voir le troisième plus jeune pilote de l'histoire, sauf erreur de ma part. Ouais, c'est ça le troisième. Là derrière Verstappen et Stroll. Ouais. Voilà, le troisième plus jeune pilote de l'histoire sur un podium, aussi podium de sa première saison. Très agréable, et ça va le remettre surtout en confiance après un triple header catastrophique de la part de Mercedes. Ouais, c'est clair, il avait super mal vécu ce triple header, notamment en passant par Imola, où c'est quoi deux ou trois abandons, j'ai plus en tête exactement, mais ouais, il avait dit deux abandons et une performance pourrie à Monaco. C'est ça, voilà. Il l'avait dit, ce triple header lui avait fait beaucoup de mal, mais maintenant qu'il leur sortait agrandi au niveau de la gestion de la fatigue, notamment, et la gestion de course. Ouais, c'était abandon à Imola, 18e à Monaco et abandon en Espagne. Voilà, merci. Donc effectivement, on était la vraiment troisième place fait du sur bien des pour résultats plutôt terribles. Et puis on a du coup un rookie sur le podium. Non, mais ça fait plaisir déjà de voir de nouvelles têtes sur le podium, et puis surtout Antonelli, voilà, il a 18 ans, c'est un gamin, il est plein de fraîcheur, et ça fait plaisir de le voir monter sur le podium. Et je pense que vraiment ce sera pas le dernier de sa carrière, à mon avis il risque d'en faire d'autres dans sa carrière et même dès cette saison. Si Toto Wolff mise sur lui, c'est que normalement c'est pas le seul de ça. Et je voudrais saluer son gros départ, parce qu'il part 4ème sur la grille à côté de Piastri, et si on regarde bien attentivement le départ, Piastri s'enferme un petit peu au premier virage, il y a Verstappen devant lui qui ferme la porte, donc il se retrouve un petit peu coincé. Antonelli en profite, il fait un gros freinage assez tardif, et il arrive à se positionner à hauteur de Piastri après le premier virage, et ensuite il a l'intérieur du coup au deuxième virage, qui est un virage à droite, et il parvient à rester, il a une bonne traction, une bonne motricité, il arrive à rester à hauteur de Piastri et à finalement plonger à l'intérieur pour prendre l'avantage et la troisième place à Oscar Piastri au troisième virage justement. Donc gros départ d'Antonelli qui ensuite a su gérer, qui a résisté au retour des McLaren qui finalement se sont sabordés en fin de course. On aurait pu avoir peur pour lui. Mais c'est très louable, très belle course de l'Italien. Un super départ, comme quoi parfois tout se joue sur le départ. On l'avait déjà vu parfois avec Norris ou Piastri justement, où on savait que le dépassement au premier virage pouvait être très important. Là, Antonelli l'a montré encore une fois avec, comme tu l'as dit, un super dépassement sur les premiers virages de cette course qui lui a permis de gagner le gain de cette troisième place justement, et troisième place qu'il a su conserver durant toute la course. Tu l'as dit, on a eu peur pour lui à la fin parce que les McLaren revenaient très fort sur la Mercedes, et puis finalement la bataille des papayas qui a donné l'opportunité, qui a apporté ce beau podium, qui a plutôt confirmé le podium sans avoir à plus se battre. Néanmoins, la course maîtrisée. Pour revenir sur son départ, effectivement, on est toujours sur ce Kimi Antonelli qui est très agressif en étant plus ou moins maîtrisé, on l'a vu selon les courses, mais bon, qui sait placer sa voiture, qui sait être incisif sur ses batailles en piste, et clairement ça commence à porter ses fruits, car l'expérience monte, et c'est toujours plaisant de voir un rookie qui sait placer une bonne voiture dans la bonne fenêtre de performance, et aller en tirer un podium à l'arrivée. Ouais, c'était peut-être de toute façon en début de saison le rookie le mieux placé pour aller chercher un podium. Je vais pas placer Lawson dans le classement des rookies qui étaient le mieux placé, parce qu'on sait à quel point la Red Bull est difficile à conduire, mais ouais, c'était lui de toute façon qui était le plus à même de ramener un podium chez les rookies cette saison, malgré les bonnes performances de certains autres. C'est un petit peu presque logique de le voir décrocher un podium cette saison, dans le sens où on sait que la Mercedes était plus performante ces dernières saisons, ça allait un petit peu mieux qu'après le début de cette nouvelle réglementation. Et Antonelli, si on avait entrevu un petit peu les belles promesses en début de saison, on savait qu'il allait pouvoir performer à haut niveau. Et puis autre incident aussi, on va dire incident comme ça, qui a découlé de la safety car donc provoquée par l'accident de Lando Norris, c'est George Russell et Max Verstappen, puisqu'on a un George Russell qui aurait un petit peu freiné volontairement pour voir un Max Verstappen le dépasser sous safety car et pouvoir porter réclamation derrière. Alors moi je voudrais avoir votre regard sur le cas. Baptiste, je vais commencer par toi. Ouais, c'est très malin de la part de Russell d'avoir fait ça, effectivement. Il est juste derrière la voiture de sécurité, et d'un coup il freine en pleine ligne droite. Et Verstappen, qui était derrière lui, mais décalé sur la droite de George Russell, se retrouve surpris par ce freinage de Russell et dépasse le Britannique, alors qu'il est évidemment interdit de dépasser sous voiture de sécurité. Verstappen qui prend immédiatement la radio pour se plaindre de ce break test de Russell, et Russell de son côté qui lui prend la radio pour se plaindre du fait que Verstappen l'ait dépassé. Alors il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça pas très malin de la part de Russell de mettre ce coup de frein. Moi je vous dis franchement, moi ça m'a amusé, j'ai trouvé ça malin de la part de Russell. Voilà, il sait que, on le rappelle, Verstappen a plus qu'un point de pénalité sur son permis et qu'il risque un grand prix de suspension en cas
en cas de nouvelle pénalité, infraction, de nouvelle infraction, soit lors du Grand Prix hier, mais qui n'a pas eu lieu, soit lors du prochain Grand Prix. Voilà, il a vu la possibilité, Russell. Il s'est dit tiens, Je pense pourquoi qu'il avait pas. ça en tête à ce Ah moment-là. bah Ouais, oui, je pense, c'est certain. Et puis on connaît le passif entre les deux, on sait qu'il s'apprécie pas particulièrement, voire pas du tout. Voilà, il s'est dit tiens, il y a peut-être une opportunité ici, voilà, qu'il prenne une pénalité, donc il va essayer. C'est pas hyper C'est fair quand même play. risqué gros à ce moment-là, non? Parce Mais que c'est- moi ça m'a plu. Moi ça m'a plu de Ok. voir ça. Voilà, il a tenté. Faut être roublard dans la vie. Faut tenter des coups. Ça, Voilà. je suis d'accord. Il a été rusé. Et moi ça m'a plutôt amusé cette histoire. Donc j'ai pas envie de blâmer George Russell là-dessus. Donc, pas le blâmer, mais toi, Quentin, tu penses pas justement que c'était Alors, misé gros à ce Non, mais- moment-là? Parce que si les commissaires de course le reprennent là-dessus, il peut perdre la victoire sur Ah, ça. hein. c'est pas ça, mais pour citer un ancien président français, dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et dans un second temps, je n'ai pas souri. Parce que disons que ça m'a fait marrer de le voir en disant ah, quand même, pas citer de mots un peu, on peut pas citer le gros mot dans ce podcast, mais quand même, le salopio, hein, on va dire ça comme ça. Et puis après, Fripouille. voilà, et vraiment après, genre, on souffle en mode par contre, sérieusement, quoi, je veux dire, là tout de suite, tu pilotes ta Formule 1, t'es en Grand Prix, plutôt que de penser à ta relance pour être quelqu'un, oh tiens, si j'ai les pilés pour qu'il me dépasse, comme ça je peux porter réclamation, il se fait tège. Non, vraiment, désolé, mais on parlait de move de gamin tout à l'heure, j'étais un peu fort en parlant de Norris, mais alors là, c'était vraiment le move le plus gamin qu'on ait vu sur la Formule 1. C'est rusé. Non, c'est pas. C'est Honnêtement, rusé. c'est Il a vu la enfantin, possibilité. impossible, désolé, mais le mec se bat pour une victoire. Et le premier truc auquel il pense, c'est tiens, si je mettais un break check sous safety car Non, mais pour il se- essayer de il- porter il se- Il réclamation. se bat se pour fait une victoire. pénaliser. Il avait safety car, donc il savait que quoi qu'il arrive, il avait passé la ligne derrière la voiture de sécurité Non, et parce qu'il qu'à allait ce gagner. moment-là, on mais sait pas sur quoi on finit. Ah, quand mais même. surtout, non, c'est pas sur quoi on finit, mais là, on dit que on c'est était en rusé. 68e ou 69e tour. On savait que ça allait être fini sous safety car. Tu dis que c'est rusé, mais s'il se fait pénaliser après ça, je pense pas que le mot rusé il est bien approprié. Oui, Tu voilà, vois ce que je veux Justement, dire. je pense pas que Russell à ce moment-là s'est dit tiens, je risque une pénalité si je fais ça délibérément. Pourtant, il la risquait bien. hein. Effectivement. Ouais, pourtant, ouais, Mais c'est- après voilà, il faut aussi noter que il l'a fait parce que Verstappen n'était pas sur la même trajectoire que lui. Si Verstappen avait été mais il a pas directement derrière lui, je pense qu'il aurait eu Évidemment. très peur de se faire entrer dedans par Verstappen et il l'aurait pas qu'il fait. insulte sa mère aussi. Non, mais c'est quoi ce délire Non, mais. Non mais moi je suis désolé les Non, gars, mais il moi va- je trouve ça Non. malin de la part de Russell. Non, mais et désolé, mais- ça m'a plu. J'entends. Franchement, ça m'a Ah, mais plu. tu défends un truc en disant, il aurait pu être plus bâtard que ça. Oui, non, mais attends, il y a des limites aussi, si tu veux. Bientôt, il va appeler et il va te dire. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça malin. Non, alors- Arrêtez, vous êtes non mais Non, mais encore je une fois, comprends. Ah oui, je quand comprends. Verstappen il tasse les autres, il tasse les autres dans des virages et tout, on crie au génie, en mode là c'est malin, C'est pas la même- il l'a poussé, machin. Non, non, c'est pas la c'est même pas sur le chose. même type de Mais en manœuvre. fait, j'ai l'impression quand c'est Verstappen qui fait ça en cryogénie, quand c'est un autre pilote, ça va pas, c'est un scandale. alors, Arrêtez les gars. la Vous Orange- commencez à attends. saisir les penchants de Baptiste pour vraiment le contre Verstappen. hein, parce que ça Voilà, c'est ça. Non, non, moi je trouve que Max, arrêtez les gars. Non, parce c'est pas qu'en ça. plus, Max Je trouve que Verstappen, Max il est a un la- pilote exceptionnel. J'ai vanté ses mérites de nombreuses fois dans ce Oui. podcast. Ah oui, Pour moi, c'est actuellement le meilleur pilote de la grille, il n'y a pas photo. C'est la jurisprudence Meilleur que David Morano. Piastri et Norris. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça malin de la part de Russell. Ok, malin. Et franchement, ça aurait été un autre pilote, ça aurait été Sainz, Leclerc, Hamilton, qui tu veux. Même Bortoletto si tu veux, j'aurais trouvé quand même ça malin de la part de Russell de faire ça. Voilà. Ok. C'est pas anti-Max, c'est juste ça m'a amusé, surtout quand tu connais le contexte. Voilà. Moi, sur une course comme ça, je me dis, ouais, c'est marrant de voir l'image. Après, encore une fois, moi, je suis très pragmatique dans le sens où, en effet, moi, j'ai tout de suite pensé au fait que, frérot, tu risques gros en faisant ça, on sait jamais. C'est ça. Mais c'est vrai que sur un Grand Prix comme ça, où bon, il y avait, je pense, rien de méchant quand même dans les intentions. Je veux dire, ok, ça se tente. Si derrière, il y avait une pénalité pour l'un ou pour l'autre, je penserais pas que ce serait aussi bon enfant. Mais bon, c'est sympa. C'est une image qui, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et puis ça amuse. quoi. Non, honnêtement, je pense pas. Alors, j'ai structuré ma réponse en deux parties. La première, c'est Verstappen. Non, tout le monde ne crie pas au génie. C'est la Orange Army qui sont des fanatiques complets comme les Argentins avec Colapinto, qui supportent systématiquement tout ce que font leurs pilotes. Ça marche pas avec tous les fans, hein, avec Lewis, etc. Quoi qu'il arrive, les gens sont derrière et sont fans. Ok, pourquoi pas. Maintenant, désolé, mais ce move aussi fait écho à une F1 que je déteste depuis des années, c'est-à-dire qu'avoir des pilotes qui, plutôt que de se concentrer sur leur pilotage, de leurs actions en piste, etc., passent leur temps à chialer à la radio, je trouve ça insoutenable. Ça, on a vu ça la première fois avec Verstappen en 2020-2021, quand le moindre fait des gestes qu'il voyait en piste, ah, t'as vu, il a dépassé, oh, les roues sont sorties un peu larges, oh, machin. Concentrez-vous sur votre course, faites votre taf et laissez les commissaires faire le leur. Je veux dire, maintenant, c'est une F1 de délation, c'est oh là là, je vais essayer de le pousser la pénalité, de faire des manœuvres mesquines. Non, c'est pas ça la course. Honnêtement, c'est pas ça. Concentre-toi sur ta relance, t'as une victoire à jouer. Peut-être qu'il y aura la safety car va rentrer, que tu auras un dernier tour à faire. C'est important. Plutôt que ça, l'autre il dit tiens, je vais mettre un break check en pleine ligne droite, sans motif aucun, pour essayer de le faire passer devant et lui taper une pénalité en plaignant à la radio. Non, je trouve ça détestable au possible.
Honnêtement, c'est une Je F1. suis pas du même avis, mais J'aimerais bien c'est ton pouvoir avis. Voilà. discuter de tout ça avec les commissaires de course. Ce serait intéressant justement d'avoir vos opinions. Bah oui. Et de parler avec eux justement, voir comment eux ils ont réagi et lequel de vous deux ils auraient écouté. On va terminer en parlant de nos petits Français. Baptiste, ça s'est bien déroulé pour certains, moins bien pour d'autres. On a eu un bon week-end, notamment de belles qualifications à part d'Isaac Hadjar qui était encore en Q3, qui s'était qualifié en 9e position, si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est qui a ça, pris c'est 3 places absolument. de pénalité pour avoir gêné Carlos Sainz ou Lewis Ouais. Hamilton, j'ai un doute, je sais C'était plus. Sainz. C'était Sainz. Et puis à l'arrivée de cette course, on a un Esteban Ocon dans les points, hein, avec 9e, 9e pour la 200e course de Haas. Et puis on a derrière Pierre Gasly qui termine 15e. Et puis Isaac Hadjar, que je n'arrive pas à retrouver dans le classement. Il a terminé 16e derrière Gasly. 16e, voilà, c'est ça, juste derrière l'autre français. Beaucoup plus compliqué en course pour Isaac Hadjar aujourd'hui. La V-Carb était clairement à l'ouest aujourd'hui, malgré une 4e qualification consécutive en Q3. Donc la voiture avait du rythme sur un tour. Dès qu'on passait à plus, étonnamment, ça a moins bien marché. Donc tout le monde était surpris. Lawson était nulle part non plus, si bien qu'on a dit box to retire. Donc voilà, abandon, il était 19e dans tous les cas. Et effectivement, week-end très très dommage pour Racing Bull, c'était pas habituel, notamment après les dernières courses, on enchaînait les Q3 et les points pour Isaac Hadjar. Triple header avec des points à chaque fois pour Voilà, Isaac exact. Hadjar. Ouais. Donc en sortant de ça, ça fait très mal. Néanmoins, on peut que souhaiter et espérer que l'écurie se redresse aussi pour notre qu'il pilote rebondit. français, pour rebondir d'ici 2 semaines et remarquer des points nouveaux. Ouais, effectivement, Hadjar, ça n'a pas marché ce week-end. Il y a des week-ends où ça marche, des week-ends où ça marche pas. Il s'est retrouvé en plus après son arrêt au stand au 13e tour. Il s'est retrouvé dans un train DRS bloqué. Il y avait 5 ou 6 pilotes, si je dis pas de bêtises, qui étaient dans ce train DRS. On sait que c'est très compliqué de dépasser quand on est dans ce genre de peloton. Voilà, une course à oublier, c'est pas grave. On connaît les qualités d'Isaac. On sait que c'est un pilote qui est habitué au top 10, qui est habitué à marquer des points. Et il rebondira aux prochaines courses. Après, pour parler des deux autres Français, c'est très cool de voir Esteban Ocon optimiser la performance de sa monoplace. Il partait 15e, donc c'était pas donné quand même. C'était pas gagné avant la course qui marque des points. Faut saluer la perf du Français parce que mine de rien, Ocon, il a connu des galères cette saison, mais il est quand même 9e au classement constructeur avec 22 points. C'est quand même très notable, moi je trouve, pour un pilote As. Et Gasly, malheureusement, Alpine, donc Alpine toujours à la ramasse, encore une fois, hors des points. Et Alpine qui attend les 24 heures du Mans et le milieu du Grand Prix du Canada putain. pour annoncer la démission de son PDG, Luca De Meo, du groupe Renault. Jean-Michel Timing. Voilà, non, mais c'est c'est ça. incroyable d'annoncer ça comme ça en plein milieu du Grand Prix. Réellement, à chaque fois, je pense qu'Alpine, il faut faire quelque chose sur le département puis- communication. À chaque fois qu'il y a une communication importante, c'est quand même un moment le plus mal choisi possible. À croire Ouais, que mais c'est fait Moi, je pense exprès. que c'est Micheline de la Conta en fait qui fait la com parce que c'est pas possible autrement d'avoir un tel timing, c'est pas possible. Pourtant, T'en as un le dimanche, il s'est dit putain, on a oublié d'annoncer ça, et puis il a balancé ça sur les réseaux sociaux d'un seul coup, comme ça le stagiaire. Allez, au moins attends la fin de la course, etc. pour glisser un petit mot, ou je sais pas. Non, là, en plein 24 heures du Mans, en pleine course du Canada, je sais pas, c'est bon, Ouais, puis Voilà, ça montre donc, encore une fois l'instabilité d'Alpine, surtout que De Meo c'est quand même l'homme qui est à l'origine du rebranding de la marque Renault en Alpine en 2021 pour la F1. C'était un homme fort du projet F1, c'est lui qui a ramené Flavio Briatore. Il avait son mot à dire sur les teams principaux, les différents teams principaux team principal qu'Alpine a connu ces dernières années. Et on se retrouve sans Luca Di Meo, du coup, qui va partir prochainement, qui va quitter prochainement ses fonctions. 15 juillet, ouais. Ça en dit long sur l'instabilité de ce projet Alpine en F1 où tous les 3 mois, tous les 6 mois, on change de pilote, on change de team principal, on change C'est terrible. la direction, on change le moteur, parce que pareil, Di Meo c'est aussi l'homme qui a décidé qu'on arrêtait les moteurs Renault à Viry-Châtillon et qu'à partir de l'année prochaine, les Alpines seraient motorisés par Mercedes. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur cette équipe. Moi, je suis désespéré par Alpine, honnêtement. Donc, tu vois, ta réaction, c'est ça, c'est je souffle. Vraiment, en regardant l'écurie aujourd'hui, c'est insipide. Genre, j'ai vraiment aucune émotion là. Je m'en fiche. C'est ça, en fait, Plus ils nous qu'un, ont tellement plus un. dégoûtés, ils nous ont tellement déçus c'est ces ça. dernières années. Et c'est aussi à force de discours beaucoup trop ambitieux à chaque fois, à force de vouloir viser les le podiums projet dans 100 courses, les des podiums 100 dans courses, 300. C'était la machin. 100e course là d'Alpine. Ouais, d'ailleurs, ce Voilà, week-end. Voilà, et on P16, était tellement habitués à être déçus que maintenant on est en mode. Ah oui, ça nous fait ouais, limite plus ça me rien. laisse vraiment indifférent. Alpine, c'est vraiment On est même devenu plus la- surpris. Je suis triste voilà, pour c'est Pierre c'est vraiment la Gasly. phrase déçu mais pas surpris. Oui, voilà. Voilà, c'est bon. À chaque fois on regarde, fait ils sont où? Bon bah d'accord. Ouais. C'est- Je sais que de toute façon ça joue pas les points en ce moment, donc laisse tomber. Et je te dis, moi, mon Franco, je suis un peu moins attaché à lui, mais
Mais De toute Pierre façon, dans Gasly. 3 courses, il est plus là, donc t'inquiète pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a cette histoire de Je te contrat. rappelle, c'est toi qui pilote à partir du Grand Prix de Belgique, Raphaël. Il va y avoir une révolution chez les contrats argentins. Là, Non mais tu sais, le pauvre Pierre Gasly, moi, j'ai qu'une hâte pour lui, c'est qu'il se barre, qu'il trouve un siège ailleurs. Comme j'avais hâte qu'il se barre quand il était chez AlphaTauri, qu'il quitte cette maison Red Bull, bah là je souhaite qu'une chose, c'est de se barrer de chez Alpine et de trouver un siège ailleurs. Peu importe où, honnêtement, actuellement. peu Cadillac importe est où. en train d'écrire. Non mais voilà, peu Par importe exemple, où il on ira, peut je serais imaginer. content pour lui à ce moment-là, tu vois. Mais non, là c'est terrible de voir Alpine dans cette situation. La question aussi avec la démission de Di Meo, c'est qu'on peut ouvrir un petit peu un débat parallèle plus largement sur le groupe Renault et Alpine aussi. C'est que c'est un projet Alpine qui ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'ils savent où ils vont ? Non, en fait, la marque manifestement ne fonctionne pas. En Formule 1, d'ailleurs, le sponsor titre, hein, ça fait quelques temps maintenant qu'ils essayent de s'en débarrasser. On parle de quelques années, mais bon, ils sont embourbés avec BWT. Même dans la série Netflix, d'ailleurs, on voit qu'ils font la tronche quand ils doivent rencontrer les patrons pour les activations partenaires. Je veux dire, quand même, en faisant la fête, t'arrives à faire la tête, c'est assez incroyable. Donc, ils sont empêtrés avec des teams principaux qui ne fonctionnent pas et qui changent. Un Briator qui devait être Tipeee, mais qui peut pas prendre parce qu'il n'a pas le bon statut. Un sponsor titre dont ils ne veulent pas. Un projet de marque automobile qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, probablement, il y a des petites rumeurs qui sont en cours, mais depuis quelques temps maintenant, comme quoi Alpine dégagerait du groupe Renault après le départ de Di Meo, parce que depuis la 110 et son retour, bon bah c'est flop sur flop. Maintenant, ça me rappelle le même du fermier qui fait Good Morning Chérie avec sa vache qui est complètement essorée et qui veut encore la traire. C'est vraiment, ils ont sorti 40 000 éditions spécifiques de l'Alpine A110 pour essayer de se surfer un peu sur le buzz. Il y a Là- pas eu une édition Fernando Alonso, justement, qu'ils avaient sorti genre 3 mois après son Ah ouais départ chez Aston. Non, pas que je sache, non. Si, Ça il me y dit avait rien. ça, il y avait eu ça. Parce que Ou alors il était en Alonso projet. avait annoncé. Oui, c'est ça. Oui, il était en projet, mais il Alonso n'avait pas diffusé du coup. avait annoncé du coup à l'été 2022 ou 2023 2022 son départ Ouais. d'Alpine. Et il était prévu qu'au mois de novembre 2022, une Alpine A110 spéciale, Fernando, édition spéciale Fernando Alonso sorte. Et au final, ils l'ont pas sorti parce que Alonso a planté Alpine pour aller chez Aston Martin. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, typiquement, c'est une marque qui est un peu en fin de course. Hein, on sait pas trop où ça va. Disons que les modèles électriques, désolé, mais je pense que Redele doit se retourner dans sa tombe en voyant ce que des A110, enfin des A290 là, qui pèsent de 3 tonnes en électrique citadine, c'est-à-dire qui est vendu à 90 000 euros. Non, mais disons les choses électriques, ça nous fait chier, voilà. On veut du moteur. Non, mais en Le dehors, il y a- retour non, mais il y d'un a- V12. Voilà. c'est Non, mais il y a de l'électrique sympa. Je veux dire, c'est que là, ils ont complètement effacé l'ADN d'Alpine, ils ont complètement effacé l'ADN de Renault en Formule 1 pour arriver au final avec 2 projets, aussi bien en F1 que sur une marque automobile normale, dont on ne sait pas où ça va. Et vraiment, ils ont réussi à tout diluer, tout éclater. Et en futur professionnel du secteur que nous sommes, hein, on va dire, aussi bien sur journaliste que business, vraiment, c'est une analyse que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi, comment. Je sens que Demio, quand même, un palmarès, normalement, un tête de société qui était pas mal. Raison pour laquelle il était d'ailleurs mandaté pour le groupe Renault. Et là, honnêtement, c'est des 2 projets. Je ne vois pas où ça va. Je ne comprends pas ce qui était fait. Et d'ailleurs, comme le monde entier, j'ai l'impression. Et donc, c'est très mauvais pour la suite, y compris pour la France, parce qu'on va se rappeler que le groupe Renault est quand même aussi détenu en partie par l'État. Donc, ça fait quand même des grosses problématiques qui arrivent un peu dans tous les sens. Et on a une pensée, bien sûr, pour tous ces employés. On parlait de Viry-Châtillon qui va fermer. Non, Ça il va ne va faire- pas fermer. Non, enfin, c'est pour la section F1, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste des ingénieurs, etc., qui vont être délocalisés au mieux, voire je veux dire qu'ils doivent changer de branche au pire. De toute façon, hein, quand on te dit ah non mais personne n'a été viré chez Alpine, les internes n'ont pas été virés, mais par contre oui, tous ceux Oui. qui étaient mandatés en externe, oui, tout cela ils se sont fait Ça, dégager de tous chez Alpine. les fournisseurs et même tous les spécialistes moteur F1 qui n'ont plus d'affectation projet parce que le projet endurance est déjà suivi par des spécialistes, etc. Je veux dire, quand même ça a un impact sur la vie des gens, sur des vies de famille et que c'est compliqué. Tout ça pour des projets, satisfaire des petits égos momentanés, je trouve ça un peu dommage. Ouais, t'as pas de vision à long terme, t'as pas de leader, t'as aucune assurance pour ces gens-là que ça va continuer, que ça va bien continuer, surtout que ça va bien se dérouler. Donc ouais, non, c'est très triste de voir l'état dans lequel est Alpine aujourd'hui. Et au-delà de la Formule 1, c'est un véritable massacre. C'est d'ailleurs même les influenceurs s'accordent à le dire. On pense notamment aux aides françaises pour pas les citer qui étaient très proches d'Alpine à un moment et qui aujourd'hui simplement se contentent de regarder la marque de loin et de la citer en négatif pour dire c'est quand même dommage de ce que c'est devenu. Donc voilà, pour affaire à suivre et on espère le mieux, n'empêche, mine de rien, pour les employés, toutes les personnes qui apprécient la marque.
Et ben on verra, on se donne rendez-vous déjà dans 15 jours hein, du côté de l'Autriche pour voir si Alpine peut nous sortir une bonne performance. Et puis on va terminer juste avec un point sur les classements. Baptiste, est-ce que tu les as sous les yeux? Est-ce que tu peux nous faire un petit point justement? Mais bien sûr, Raphaël, avec grand plaisir. Oscar Piastri, toujours leader du championnat avec 198 points, avec 22 points d'avance sur Lando Norris, deuxième avec 176 points. Max Verstappen est troisième avec 155 points, suivi par George Russell et Charles Leclerc. Nos petits Français avec Esteban Ocon, 9ème, suivi juste derrière avec Isaac Adjar. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux Français. Ocon a 22 points et Adjar en a 21. Pierre Gasly est lui 14ème avec 11 points. Et du côté des constructeurs, McLaren toujours solide leader qui se dirige, qui fonce même vers le titre constructeur avec 374 points. Devant Mercedes, deuxième avec 199 points. Il y a donc, vous l'avez compris, 175 points d'écart entre McLaren et Mercedes. Mercedes qui vient de repasser à la seconde Ouais. place. hein, ça. Ah, absolument. Ferrari qui du coup rebascule à la troisième place devant Red Bull et Williams. C'est 6ème, Racing Bull c'est 7ème, suivi d'Aston Martin et Sauber. Et enfin notre bonne écurie française dont on vient de vanter les mérites Ouais, pendant 10 n'en minutes. parlons pas. Alpine est donc bonne dernière avec 11 points. Et ben voilà, 11 points. C'est tout ce qu'a réussi à récolter Alpine jusque-là. Et encore, j'ai envie de dire que c'est beaucoup par rapport à leurs prestations. Bref, merci beaucoup messieurs. On se retrouvera très vite hein, du côté de l'Autriche comme on l'a rappelé. Puis pour un double header, puisqu'après l'Autriche, c'est Silverstone qui arrivera au début juillet. Donc voilà. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode de Lights Out. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Merci, à bientôt.